Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ici sur cette scène pour continuer à parler argent, financement et surtout investissement avec cet angle du business angel. Comment investir sur les pépites de demain quand on est ou quand on veut devenir BA, donc business angel. On est avec quatre speakers pour cette prochaine demi-heure. J'accueille Gaspard de Monclin. On va se tutoyer, messieurs, si ça vous va. Avec plaisir. Tu es avocat, entrepreneur, fondateur d'Overlord et repreneur récent du Revenu. Mouvement intéressant, tu pourras nous en parler si tu veux dans un instant. Et Jérémy Blackwell, gérant de fortune. Bonjour. À ta droite, Business Angel, vous l'êtes tous, tous les quatre, et banquier des stars de la tech, c'est comme ça qu'on t'appelle sur LinkedIn, c'est ça? Parfois, oui. Parfois, voilà. Et puis, donc, j'ai aussi à ma gauche Alfonso Castro Lopez, qui préside la Financia Business School, également à la tête de la division corporate de la financière d'Uzès. Bonjour Alfonso. Bonjour. Et Bradley Lafont, tu es le CEO et cofondateur de Fondora. Salut Bradley. Salut Sébastien. Merci d'être avec nous. Donc moi je suis Sébastien Coinon, ancien journaliste, aujourd'hui Chief Community Officer de Soifun, plateforme de crowd equity, de co-investissement. On permet à notre communauté, qui sont 160 000 à date, d'investir dans des startups. Et je suis également animateur du podcast Tech 45. Alors messieurs, comment devenir BA? Faut-il d'ailleurs, première question, faut-il devenir business angel? Qu'est-ce qu'on y gagne? C'est quoi les risques encourus? Et comment on s'y prend? Voilà, c'est un peu le programme sur les prochaines minutes. Bradley, tu veux démarrer? C'est quoi ta définition, toi, du business angel? Ma définition du business angel, c'est quelqu'un qui a envie d'investir dans l'économie réelle, qui a envie d'apporter sa pierre à l'édifice à des entrepreneurs qui ont envie de changer le monde. Donc voilà, il faut avoir cette vision positive des choses. Donc moi-même, je suis toujours business angel, j'ai investi dans une trentaine de sociétés. Et puis avec un peu de recul, ce que j'ai commencé il y a 5-6 ans à faire du business angel. Les motivations qui étaient les miennes il y a 5-6 ans, elles ont un peu évolué parce qu'on a appris avec l'expérience et je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Je pense que le business angel, c'est très intéressant si on souhaite être au contact d'entrepreneurs, mais c'est pas nécessairement le domaine dans lequel vous allez faire des millions, contrairement à ce qu'on peut entendre à droite, à gauche. Il y a quand même une notion de risque à prendre en compte qui est assez significative, mais c'est vraiment très vivifiant d'être au début d'une aventure. Voilà, c'est ce qui me plaît en tout cas, d'être là dans les premiers instants, de pouvoir soutenir des gens qui veulent changer le monde. Donc la curiosité, le goût du risque, le financement aussi de l'économie réelle, c'est ça que j'entends dans ton discours. Alfonso, c'est quoi toi, quand tu es BA depuis quelques années, c'était quoi ta motivation de départ et qu'est-ce que tu en retiens? Alors, déjà, ce que je retiens, c'est des rencontres, souvent des porteurs de projets, des chefs d'entreprise, des personnes assez incroyables. Après, c'est vrai que la performance, on se dit, ou le gain, bon, ça peut être assez hypothétique, mais je ne pense pas qu'il faut que ce soit le premier moteur. C'est-à-dire, si ça vient, je dirais... c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Voilà, exactement. Tant mieux. Mais dans mon propre cas, l'idée aussi, c'est de pouvoir les accompagner, les conseiller, les aider avec un peu mon expérience, mes différents types d'expériences. Alors, pas sur leur domaine d'expertise, parce que si je suis plus calé qu'eux, j'investis pas en fait. Donc, je veux que c'est des gens qui m'apportent entre autres un savoir-faire, mais que je puisse être complémentaire, éventuellement leur apporter quelque chose pour développer. Jérémy, même question pour toi. Alors, oui, comment tu définis le BA? Un business angel, très simplement, c'est quelqu'un qui investit une partie de son patrimoine dans les startups. Et après ça, il y a vraiment une notion de rencontre et d'échange. Moi, personnellement, j'ai investi plusieurs centaines de milliers d'euros dans plus de 50 startups depuis une quinzaine d'années. Et ce qui me plaît vraiment, c'est de rencontrer des gens hyper intéressants, hyper stimulants, hyper intelligents, qui sont dans des domaines très variés. Donc, il y a un côté aussi networking qui peut être intéressant. Et le but pour moi, c'est quand même évidemment aussi de gagner de l'argent en investissant dans des startups. Et je pense qu'en investissant de manière intelligente et de manière régulière et progressive, on peut gagner de l'argent dans les startups, mais il faut le faire sur du long terme et un peu comme un fonds. C'est-à-dire que investir dans une startup, c'est très risqué. Investir dans 50 startups dans des domaines différents, si on le fait bien, ça peut être aussi rémunérateur. C'est-à-dire que toi, tu as commencé quand et combien tu as eu de sorties
Et avec quel multiple, si tu peux nous partager ça? Ouais, alors moi j'ai commencé à 15 ans, mais j'ai vraiment beaucoup investi à partir de, je sais pas, 2018 environ. Sur 50 investissements, j'ai eu 6 faillites et 6 sorties. Ouais, pas mal. Ouais, donc C'est plutôt un pas bon ratio? mal. Ouais. Plutôt un bon ratio. Et dans les sorties, j'ai dû faire à peu près x3,5 en moyenne. Donc pas incroyable, mais pas mal. Mais assez rapidement, des sorties assez rapides. Et après, j'ai des participations qui ont bien explosé également, mais qui sont parfois moins liquides. Et un des dangers d'ailleurs, c'est aussi que j'ai pas mal de startups où j'ai investi qui sont devenues un peu des grosses PME rentables, enfin des PME rentables, mais je suis un peu coincé puisqu'il n'y a pas vraiment de dividendes et il n'y a pas non plus vraiment de retour d'actionnaire tant qu'il n'y a pas la vente. Donc des boîtes qui marchent bien, qui sont solides, j'ai pas d'inquiétude, mais c'est un peu un ventre mou et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle toujours des gros succès ou des faillites, mais il y a aussi cet entre-deux qui peut être un petit peu long à attendre pour récupérer ses fonds. Gaspard, je finis mon tour de table avec toi. Écoute, pour moi, un business angel, c'est quelqu'un qui est un petit peu fou et je lui souhaite de savoir qu'il est un petit peu fou. Il n'y a pas de drame à l'être, mais il faut en avoir conscience, il faut accepter cette part de risque parce que c'est souvent quelqu'un qui va prendre tous les risques au début de l'aventure et même quand l'aventure se passe très bien, il n'en aura pas toujours tous les fruits. Parce que derrière, il y aura d'autres investisseurs plus professionnels, plus structurés, qui eux vont avoir la maîtrise du juridique, la maîtrise de la finance et vont être bien plus en mesure d'aller capter la création de valeur par une jeune société quand elle progresse et qu'elle augmente son chiffre d'affaires. Donc il y a vraiment une part de risque très importante, c'est exaltant, c'est très excitant, c'est au contact de l'économie réelle. Quand on investit en bourse, on est à sa banque ou derrière son écran, donc c'est quand même beaucoup moins vivant, ça prend moins de temps aussi, mais il faut en mesurer toute la difficulté et savoir se faire accompagner quand c'est nécessaire ou simplement passer son tour quand on veut passer son tour et surtout ne jamais mettre de l'argent dont on a besoin pour payer les études de ses enfants ou quoi que ce soit, eu égard au risque qu'on prend en étant business angel. Est-ce qu'il y a d'autres gens un peu fous dans la salle? Autrement dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont devenus business angel ces dernières années? Je vois quelques bras, mais pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient devenir business angel? Peut-être un jour. Ah, il y a beaucoup plus de bras. Intéressant. Donc, conseil peut-être pour vous. On met combien? Jérémy, tu l'as pas dit, mais tu m'as évoqué cette question, enfin tu m'as suscité cette question. Combien on peut mettre? Alors moi, je suis très de très son fou là. patrimoine? Je fais partie des gens très très fous dont Gaspard parle. Donc moi, j'ai mis beaucoup d'argent en business angel. C'est quoi la proportion maximum que tu dirais n'allez pas au-delà, comme on demande j'en sais rien, sur les 5%. cryptos? 5%, Ouais, de ses liquidités disponibles, de ses de son liquidités patrimoine. disponibles. Ok. Et voilà, vraiment de l'argent dont vous n'allez pas avoir besoin pour payer les études de votre fils ou acheter un appartement. Ah oui, c'est même pas ça va revenir dans 5 ou 10 ans, c'est peut-être que ça ne reviendra Jamais. Souvent, ça ne revient jamais. Ok. Et ce que disait Jérémy est très vrai, c'est-à-dire qu'il y a ce ventre mou de boîtes qui deviennent rentables, qui du coup n'ont plus d'événements de liquidité, ne versent pas nécessairement de dividendes et sur lequel il est totalement impossible de sortir parce qu'il n'y a aucun marché secondaire. Donc l'argent est bien au chaud. L'argent est bien au chaud. On nous Il dit travaille, mais qu'on pas a pour fait toi. Enfin, il te récolte, et pas les potentiellement, vous êtes au bon vouloir de l'entrepreneur de dire bah là, je vais créer de la liquidité, je vais me revendre, je vais faire une opération avec un fonds. Et à ce moment-là, vous pouvez toucher de la liquidité, mais sinon, vous avez, comme tu dis, de l'argent bien en chaud où on te dit bah, c'est bien, en multiple latent, tu as fait 10 fois sur le papier. Donc c'est super d'avoir du papier, mais c'est souvent mieux d'avoir l'argent sur son compte. Alfonso, tu conseillerais d'y aller en solo, à plusieurs, avec des copains? Alors pour avec moi, il y a un club. dans le business angel, il y a, on va dire, deux types d'investisseurs. Business angel professionnel, donc qui se fait accompagner, qui met des tickets d'une certaine taille, qui peut prendre un avocat. Ces tickets sont trop petits, les frais juridiques vont être plus chers, et qui peut pouvoir s'accompagner avec un pack d'associés, entre autres, et travailler. Et puis, il y a l'indépendant qui n'a peut-être jamais investi. Peut-être qu'il connaît le secteur, peut-être un médecin qui, je veux dire, dans la tech ou autre. Bon. Mais il n'y a peut-être pas toutes les connaissances et tous les paramètres. Donc là, effectivement, si la personne n'est pas un professionnel, moi, ce que j'invite, c'est mettre des petits tickets, voilà, ne mettre pas en péril son capital, entre autres,
son patrimoine et que ça sert aussi un peu d'expérience, de connaissance pour apprendre parce que l'investissement, il y a la société, il y a la valorisation, c'est le prix, mais il y a toute la période de la vie en fait, de la gestion de l'entreprise. On parlait justement de sortie de capital. C'est des choses qui peuvent éventuellement se prévoir, je dirais, au départ, et qui sont très difficiles à gérer, que la société soit en difficulté ou qu'elle soit un succès. Puisqu'on est toujours le rapport où on veut sortir au meilleur prix et naturellement, le dirigeant de la société, vous payez le moins prix. Donc, moi, ce que je préconise, en tout cas, les professionnels savent ce qu'ils ont à faire, donc je n'ai pas grand-chose à leur dire, mais je dirais pour les particuliers, au début, pour commencer, pourquoi pas rejoindre des associations, je dirais des clubs. On peut jouer au bridge dans un club et on peut aussi investir en business angel. Il faut avoir combien en tout, vous diriez, vous, comme enveloppe, et du coup, mobiliser par boîte des tickets de combien pour que ça soit un peu crédible et côté entrepreneur et pour nous si jamais on se fait des x3, x4 comme Jérémy. Bradley? Non, mais toi, tu travailles pour ce WeFund, donc effectivement, aujourd'hui, vous donnez accès à des startups avec des tickets d'entrée qui sont assez accessibles. Je pense c'est 1000 euros. Voilà, 1000 euros. Donc aujourd'hui, si tu as peut-être 10 000 euros à investir sur quelques années, tu peux le faire au travers de plateformes comme ce WeFund et tu vas pouvoir te diversifier comme ça dans 10 sociétés. Moi, je recommande vraiment pas d'en faire moins que 10 parce que effectivement, la prise de risque étant quand même assez importante, c'est important d'avoir un minimum de diversification. Et quand je dis 10 sociétés, c'est vraiment le minimum. Là, Jérémy parlait de 50 sociétés. Moi, j'ai investi dans une trentaine de sociétés. Et globalement, voilà, ça signifie que sur des plateformes comme WeFund ou d'autres, si tu as 10 000 euros, tu seras limité globalement à 10 investissements. Donc, il faut avoir quand même, je dirais, plusieurs dizaines de milliers d'euros devant soi à investir en private equity. Jérémy, toi, tu as commencé avec quoi? Et après, tu es atterri sur quel ticket moyen? Alors, moi, j'ai commencé avec des montants vraiment petits, puisque j'ai commencé à investir très jeune, peut-être 2-3 000 euros, pour aller vers des tickets moyens, plutôt vers 20 000 euros. Et récemment, j'ai plutôt redescendu mes tickets pour les rebaisser vers 10 000 euros. Sachant que c'est assez rare, mais ça m'arrive d'investir aussi plusieurs fois dans une startup pour l'accompagner. Mais tu refinances 2-3 ans après, l'entrepreneur sollicite ses actionnaires ou sa base, ses historiques, et toi tu remets un ticket. Ouais, alors je le fais très rarement, j'ai plutôt pour politique de ne pas le faire, mais à chaque fois que je l'ai fait, j'ai bien raison de le faire. Donc j'ai bien choisi mes réinvestissements, c'est vraiment quand j'ai vraiment très confiance dans la boîte que je le fais. Et pour donner un ordre d'idée, il y a à peu près 5500 business angels en France qui investissent à peu près 100 millions d'euros, donc ça fait à peu près 20 000 euros par personne. Après, voilà, il y a comme effectivement on disait, il y a business angel et business angel. Pour moi, un business angel professionnel, c'est plutôt quelqu'un qui va investir, je dirais, au moins 100 000 euros sur plusieurs années. Parce qu'investir 100 000 euros dans une startup, c'est extrêmement risqué. Investir une fois par an 10 000 euros dans 10 startups pendant 10 ans, c'est déjà beaucoup moins risqué. Et plus on a l'argent quelque part, moins c'est risqué, puisque ça fait une meilleure diversification. Donc, soit on peut mettre beaucoup de tickets à 1 000 euros, soit beaucoup de tickets à 10 ou 20 000 euros, mais l'important c'est de le faire sur une durée assez longue. Ce que je dis toujours à mes clients en gestion de fortune, parfois ils me disent voilà, j'ai 4 millions d'euros à investir en start-up, vas-y. Je leur dis non, on va pas le faire d'un coup, on va le faire sur 5-6 ans pour lisser les cycles et dans des secteurs différents et avec des intervalles de temps à respecter. Enfin, il y a une méthode pour vraiment construire un patrimoine en start-up si on veut le faire de manière pro, quoi. Tu parles de diversification, Gaspard. On investit dans ce qu'on connaît ou au contraire, on y va tous azimuts. L'énergie, j'y connais rien, mais bon, je vois que c'est hyper important, donc il faut que je sois présent. Alors il faut savoir ce qu'on connaît et savoir ce qu'on ne connaît pas. Parce que c'est pas parce qu'on est médecin qu'on va pouvoir investir facilement dans une société qui fait de la technologie en médecine, en fait. Parce que être business angel, pour moi, il y a 3 piliers essentiels, c'est connaître le droit, connaître la finance et connaître l'entrepreneuriat. Donc en fait, après, ces 3 qualités-là, elles vont s'appliquer à n'importe quel secteur. Donc c'est pas tellement une connaissance sectorielle qu'il faut avoir, même si évidemment elle sera utile, mais avoir une vraie connaissance des mécaniques juridiques de l'investissement, comment est-ce qu'on protège l'argent qu'on va mettre entre les mains de quelqu'un d'autre, les mécaniques financières qui vont permettre de sortir cet argent, d'en récupérer une partie progressivement ou autre,
et avoir l'éthos de l'entrepreneur. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'un bon entrepreneur? Est-ce qu'il est suffisamment déterminé? Est-ce qu'il va travailler tard le soir? Est-ce qu'il va être honnête vis-à-vis des gens qui l'ont aidé et qui lui ont mis de l'argent au début? Est-ce qu'il va faire son reporting? Est-ce qu'au moment où il va pouvoir faire une exit, il va nous inclure dans son bateau pour sortir avec lui? Donc il y a vraiment l'éthique de l'entrepreneur qu'on doit savoir saisir. Donc moi, c'est vraiment ces 3 qualités-là que j'irai chercher en termes de connaissances. C'est ça qui est le plus important à connaître. Et la connaissance sectorielle, évidemment, elle est utile, mais en fait, un bon entrepreneur, dans n'importe quel secteur, il va pouvoir se réinventer, faire pivoter sa boîte, trouver une solution. Donc il faut vraiment parier d'abord sur des hommes avant de parier sur des secteurs. De toute façon, quand tu investis dans des startups, les boîtes sont très jeunes, donc il faut avant tout parier sur l'homme, derrière, sur l'humain, parce que c'est lui qui va porter le projet, c'est lui qui va partir de zéro et qui va essayer d'en faire quelque chose de gros. Moi, je rajouterais juste une petite chose par rapport à ce qu'a dit Gaspard, c'est le fait d'être quand même capable de challenger les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que finalement, si vous agissez sur un secteur que vous ne maîtrisez pas du tout, l'entrepreneur qui, lui, a bien fait ses devoirs, travaille sur son projet depuis plusieurs mois, il est capable de assez facilement vous embarquer, de vous parler de sa vision. Mais si en face de lui, il n'a aucun répondant parce que vous maîtrisez mal le secteur sur lequel lui, il se positionne, vous n'allez pas vraiment être en mesure de le challenger. Et donc, finalement, vous allez avoir un peu une sorte de FOMO à vous dire « mais c'est incroyable, ça va être la prochaine licorne, il faut que j'y aille », parce que vous n'avez pas vraiment d'argumentaire à venir lui opposer. Et donc, moi, j'ai investi dans plein de secteurs que je ne maîtrisais pas bien. Et finalement, je m'aperçois que les meilleurs investissements que j'ai faits, ça reste dans les secteurs où j'avais un minimum de connaissances, où j'ai pu un peu challenger les entrepreneurs. Allez sur ta plateforme, sur Fundora, allez mettre un ticket, 100 euros, 1000 euros, 100 000 euros sur un fonds. C'est de faire confiance, mais c'est surtout faire confiance au fonds que tu as sélectionné, qui a parfois un track record fabuleux, qui est déjà au fond 3, fond 4, etc. Bon, dans un autre univers et beaucoup plus early stage en amorçage chez nous, chez SoWeFund, pareil, c'est nous faire confiance au comité d'investissement. Mais si je veux être BA individuel, particulier, encore une fois, les critères que je vais regarder, Jérémy, ça va être quoi? Et comment je soulève le capot? Si je n'ai pas toutes les compétences qu'a Gaspard, tu es avocat, donc juridique, entrepreneurial, puisque tu es entrepreneur aussi, et tout ce qui est financier, comment je me fais une vraie conviction, quoi. Effectivement, je dirais, avec le recul, pour moi, la thèse d'investissement qui est la bonne, c'est de trouver la meilleure équipe pour résoudre un problème sur un gros marché. Donc c'est là où ça coche pour moi pas mal de cases. Et effectivement, c'est vraiment l'humain avant tout. Il faut savoir, plus que savoir lire le droit, la finance, je pense qu'il faut savoir lire les gens, voir si c'est des personnes intègres, parce que c'est hyper important aussi quand on investit dans une entreprise, voir s'ils vont résister à la pression. Enfin, il y a pas mal de questions à leur poser. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que le produit, finalement, n'était pas si important, puisque 8 fois sur 10, quand j'ai investi dans des startups, le produit qui a été lancé ou qui a décollé n'était pas du tout le produit pour lequel j'avais investi. Donc c'est vraiment l'équipe qui est hyper importante. Par exemple, j'ai investi dans Arcades AI, par exemple, qui cartonne maintenant. Ils sont passés de 1 à 10 millions d'euros derrière depuis le début de l'année. Moi, quand j'ai investi, ça s'appelait encore Fraîcheur. Les fondateurs étaient étudiants. Et c'était un chatbot d'actualité IA, donc vraiment rien à voir, quoi. Il y avait toujours le côté IA, déjà il y a pas mal d'années qu'ils avaient en tête, mais finalement ils ont pivoté 7 ou 8 fois avant de décoller. Donc on y revient effectivement, comme tu as senti l'équipe il y a quelques années, quand eux ont trouvé qu'ils étaient plus sur le bon produit, le bon marché, ils ont pivoté et ils t'ont embarqué dans leur nouvelle aventure qui visiblement a eu du succès, quoi. C'est ça, en fait, c'est toujours la même boîte qui a pivoté 7-8 fois, mais j'ai jamais été très inquiet parce qu'ils ont toujours été hyper agiles. Ils ont toujours bien regardé le marché, les clients, et je voyais bien que chaque jour, ils progressaient, ils s'amélioraient, ils faisaient des erreurs, ils les corrigeaient, ils y tiraient, et chaque jour, ils devenaient meilleurs entrepreneurs, et c'est pour ça que leur dernière version a explosé, parce que voilà, ils sont devenus très très bons, ils étaient bons au départ, mais voilà, ils se sont toujours remis en question pour essayer d'aller vers la perfection, entre guillemets. Il y a le fameux couple risque-reward, donc plus j'investis tôt, un peu, on va dire, les yeux bandés, puisque par définition, je ne sais pas trop où est-ce que le truc va atterrir dans 5 ou 10 ans, plus je maximise mon potentiel gain, on peut le dire comme ça ou pas? Oui, c'est sûr que ce qui est le plus risqué rapporte le plus. Donc, surtout en France, par exemple, où les exits à plus de 100 millions d'euros sont quand même très très rares.
Il y en a vraiment très peu. Donc, Oui, c'est une fois ou deux par an. ouais, voilà, c'est à peu près peut-être 2 fois par an. Donc il faut avoir en tête qu'il faut investir sur des valorisations plutôt entre 2 et 5 millions. Si on veut se dire, voilà, si je fais un fois 20, déjà c'est exceptionnel. Investir dans les boîtes qui valent 50 millions, il y en a très très peu de chances de le revendre plus cher que le prix de départ. En France en tout cas. Gaspard? Et pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'il est essentiel, c'est de chasser en meute. Ça peut être sur une plateforme ou ça peut être avec d'autres, mais le business angel qui va tout seul, la fleur au fusil, qui n'a pas l'expérience, il a toutes les chances de se faire avoir. Donc n'ayez pas honte d'être un peu moutonnier et d'attendre, de voir s'il n'y a pas d'autres business angels un peu plus expérimentés qui y vont. Est-ce qu'il n'y a pas un club qui s'est positionné, qui va réfléchir collectivement? Est-ce qu'il n'y a pas une plateforme qui va être en capacité de faire la due diligence, d'analyser, d'avoir les qualités que je décrivais tout à l'heure? Ou même mieux, est-ce qu'il n'y a pas un fonds d'investissement professionnel dans lequel vous pouvez simplement être en passager clandestin et profiter de leur travail et vous dire, bon, bah voilà, là c'est quand même beaucoup plus rassurant de savoir qu'il y a un investisseur professionnel plutôt que moi tout seul avec mes compétences qui sont forcément limitées et mon temps qui est limité. Le business angel, c'est pas un professionnel, il n'y passe pas beaucoup de temps. Donc il faut toujours voir ces signaux faibles mais qui sont vraiment importants et qui sont d'ailleurs les signaux que suivent tous les autres fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, dès qu'il y en a un qui met son tampon dessus, les autres se ruent derrière, parfois avec quelques catastrophes. Ils ont investi dans des plateformes crypto, BlackRock, sans faire la due diligence parce qu'il y avait d'autres fonds qui étaient là. Bon, ils ont fait cette erreur, mais ça reste un investisseur exceptionnel. Et trouver d'autres investisseurs qui ont plus l'habitude, c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre, d'être au contact d'eux, de comprendre leurs réflexions, comment ils ont fait. Donc les plateformes, les clubs, etc. Il faut y aller en meute. Bradley, tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et je rajouterais quelque chose, c'est effectivement, posez-vous la question quand vous êtes face à un investisseur, pourquoi il lèverait de l'argent avec vous plutôt qu'avec un investisseur plus confirmé. Et ça vous permet aussi de vous projeter pour savoir potentiellement la qualité du deal flow qui se présente à vous. Eux, ce qu'ils veulent finalement, les entrepreneurs qui cherchent à lever de l'argent, ils cherchent à les faire aux meilleures conditions possibles et que ça se fasse de façon rapide pour qu'ils puissent rester focus sur le développement de leur activité. Et donc finalement, quand les levées de fonds traînent, et en ce moment les levées de fonds sont quand même pas évidentes, faut se poser la question sur combien de bureaux le dossier a été posé avant d'arriver devant vous. Et ça vous donne aussi un ordre d'idée de potentiellement la qualité du dossier. Mais je rejoins Gaspard, c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi les investisseurs qui ont eu accès au dossier, qui y sont allés, de regarder si ces mêmes investisseurs ont eu des succès dans leurs investissements en tant que business angel. Et ça permet aussi de donner de la confiance pour soi-même se positionner sur un dossier. Comment on crée son deal flow, Alfonso? Comment on fait en sorte qu'on nous écrive, qu'on nous envoie son deck? Naturellement, c'est le réseau, je dirais, qui se constitue. Si je pars de zéro, comment je fais? Ouais, si on part de zéro. Alors, moi, juste pour complémenter ce qu'on vient de dire, juste avant, on parlait de qualité de manager, d'intégrité. Donc, ça, normalement, c'est un prérequis. C'est-à-dire qu'il faut croire dans la direction, il faut croire dans l'équipe. Et effectivement, entreprendre, c'est pas, une vie, un flot un long fleuve tranquille. Donc voilà, donc on peut pivoter. Donc ça c'est un prérequis. Naturellement, sentir entre autres l'intégrité, parce que bon, si on a l'impression qu'on est avec un voyou, faut pas y aller. Néanmoins, malgré qu'on a tout ça, dans la vie de l'entreprise, il va y avoir d'autres actionnaires, tout un chemin. Et si on ne s'est pas protégé juridiquement et on n'a pas les connaissances, ça va mal se passer, parce que le moment où il y aura un chèque, l'intégrité, elle peut être un petit peu variable. Donc, moi, le conseil pour un business angel qui débute, on va revenir sur le deal flow, c'est de ne pas le faire en fait, parce qu'il va se prendre une banane, sauf s'il a envie de se dire, je vais jeter un peu l'argent, c'est un peu comme un apprentissage. Donc moi, je l'invite à aller avec des professionnels, en tout cas s'entourer et ne pas y aller tout seul, parce que comme Gaspard l'a indiqué, il faut énormément de points, le juridique, l'entrepreneuriat, le secteur, la finance, toute une série de qualités qu'il faut avoir, et c'est très difficile de les obtenir. Et je dirais que concernant le deal flow, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'entreprises qui communiquent entre autres sur le levée de fonds, il y a les plateformes entre autres qui communiquent sur les entreprises.
Donc je pense qu'il faut s'intéresser au monde des créateurs, en fait. Bon, beaucoup lire, aller sur beaucoup de sites. Aller à des réunions comme aujourd'hui, par exemple, Paris Investor Week, où on peut rencontrer énormément de gens, d'intermédiaires, entre autres, et commencer doucement, comme ça, afin de se créer son réseau, jusqu'à qu'on arrive au jour où finalement on n'a plus besoin de faire ce travail et on nous appelle. Et justement, j'ai que 1000 ou 2000 euros pour démarrer. Bah, je vais commencer par un dossier. Jérémy, Gaspard, Bradley. L'entrepreneur me dit en face, bah non, bah c'est minimum 10 000 pour rentrer chez moi. Est-ce que je joue des coudes? Est-ce que j'essaie de me vendre aussi en disant, bah tiens, je vais t'apporter autre chose que de l'argent? Ouais, alors le plus mauvais dossier, c'est celui qu'on reçoit. Nécessairement, quand c'est l'entrepreneur lui-même qui vient, qui a déjà fait le tour de toutes les popotes et qu'il est désespéré, il envoie un message sur LinkedIn, on peut être sûr que le dossier n'est pas très bon. Moi, je suis halluciné quand je fais un live sur LinkedIn. Il y a toujours une personne qui vient et qui dit « Ouais, moi, je suis en train de lever des fonds en ce moment. » Ouais, mais c'est parce que tu viens ici, c'est vraiment en désespoir de cause, personne ne veut investir chez toi, tu galères. Donc le deal flow, c'est un critère essentiel. Et donc oui, il ne faut pas attendre de recevoir, il faut aller chercher, il faut se battre, il faut démontrer sa valeur. Peut-être que j'ai que 1000 euros, mais je connais le secteur, je connais un tel, je peux t'introduire, je peux t'aider, je peux faire quelque chose pour toi. Donc un bon business angel, c'est celui qui va chercher le dossier. Et un bon entrepreneur, c'est pas celui qui va chercher les investisseurs, c'est celui qui les sélectionne. Il va prendre l'investisseur qui a vraiment de la valeur sur son tour de table et il va s'en contenter. Il ne va pas aller sur un live LinkedIn pour demander et faire la quête et espérer qu'on lui donne de l'argent. Complètement. Bradley. Ouais, pardon. Non, mais complètement aligné avec ça, Gaspard. Clairement, le deal flow, le networking, le réseau, c'est quelque chose de très important quand vous voulez faire de l'investissement dans des startups. Et dans les boîtes les plus prisées, ce n'est pas l'investisseur qui choisit, c'est l'entrepreneur qui choisit quels vont être ses investisseurs. Et effectivement, les plus belles sociétés, celles où tout le monde a envie d'en être, si vous allez le voir et vous dites bah moi j'ai 1000 euros à mettre, ils vont vous dire non. Et quand bien même vous leur diriez j'ai 100 000 euros à mettre, bah, dans les plus belles boîtes, ils vont dire bah, désolé, mais en fait, on n'a pas de problème pour lever d'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui vont nous amener du réseau, des contacts, nos premiers clients. Et donc, si toi, tu ne peux pas nous les emmener, même si tu nous donnes 1 million d'euros, en fait, ce million d'euros, on l'a déjà levé, on n'en a pas besoin. Donc, on va choisir que des gens qui vont être plus que des business angels, qui vont être des consultants pour nous, qui vont nous ouvrir des portes auxquelles nous, on n'a pas accès. Pour l'anecdote, j'avais refusé Bradley à 20 000 sur le revenu et je m'en veux encore quand même. C'était vraiment une erreur. True story. Et non, et par rapport à ça, bah, effectivement, pour quelqu'un qui débute, en partant de zéro, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à aller se connecter avec les entrepreneurs sur LinkedIn ou avec d'autres investisseurs, d'autres BA pour échanger et solliciter les boîtes, demander en disant j'adore ta boîte, j'aimerais trop investir dedans, je pourrais t'apporter ça. Ouais, si un jour tu lèves des fonds, voilà, tu peux toquer à ma porte, quoi. En amont, je pense que c'est toujours bien. Après, bon, avec les années, moi personnellement, quand j'investis, c'est essentiellement, je fais pas mal faire le travail par les autres. C'est-à-dire que je demande à des amis qui sont des VC professionnels dans des fonds, ou je sais pas, Alexis chez Kima, ou Boris chez Partech, ou quels sont leurs coups de cœur du moment. C'est quoi tes meilleures boîtes? Voilà, Est-ce que tu quoi les meilleures boîtes où vous investissez? Peut-être qu'il y a des boîtes qui sont un peu petites pour vous, mais que tu me recommanderais en tant que BA. Et après, je challenge un peu mon réseau d'entrepreneurs de Business Angel. Et quand j'ai plusieurs personnes qui me disent mais ouais, cette boîte-là elle est super, et ben là seulement là, je prends le call et je fais les visios. Et après, je me décide dans une demi-heure d'investir ou pas. Mais en fait, je fais faire pas mal de travail en amont par les autres parce que c'est pas non plus mon métier et que j'ai pas forcément le temps. Et par contre, après, j'essaie de voir ce que je peux leur apporter aussi, notamment en termes de carnet d'adresse, de clients, de visibilité. Et voilà, je pense que ça, un business angel doit se poser la question de aussi ce que lui peut apporter à la société. Et ça m'est arrivé de pouvoir rentrer avec des tickets très petits par rapport aux tickets demandés, parce que je ramenais d'autres investisseurs, parce que je leur ramenais de la visibilité, des conseils. Et ça, voilà, on peut le faire. On peut rentrer dans des très beaux deals avec 10 000 euros, même si l'entrepreneur demande un ticket de 50 000 euros au début, quoi. On peut négocier. Super tips. Merci beaucoup, Jérémy, pour les 3 autres. Dernier conseil, il nous reste 90 secondes. Alfonso, un conseil vraiment pour tout le monde, parce que là, c'est vrai que Bradley a raison sur la façon dont il décrit le marché. Après, tu l'as rappelé aussi, toi, Bradley, lever des fonds en 2025, en France, mais dans d'autres pays aussi, c'est pas hyper évident. Donc là, on est quand même, on va dire, un conseil inclusif là, pour tout le monde. Ouais, alors moi j'ai fait un petit conseil. Avec l'expérience,
Monsieur, j'ai pris l'habitude de dire, je n'investis que dans des sociétés où je peux y aller en scooter. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est la proximité avec les gens. On parlait entre autres des équipes. Donc une fois qu'on a réglé les problèmes juridiques, voilà. Et avant de finir, juste je voulais vous dire, c'est Tu que n'investis pas à Miami ou à Berlin, quoi. non, voilà, là, il faut Ok. vraiment que ce soit des professionnels. On ne connaît pas l'équipe, c'est trop loin, c'est trop distant. Mais je dirais, marche. mais même rien qu'en France, à l'autre côté. J'ai Ok. écrit un petit bouquin sur le private equity pour un peu les débutants, pour les jeunes, avec des exercices. Et donc, à la fin, ceux qui le souhaitent, qui s'intéressent entre autres au Business Angel, dont le private equity fait partie, j'en ai quelques-uns, je pourrais les distribuer avec grand plaisir. Génial. Bradley? Un conseil, c'est faites-le pour le plaisir plus que pour gagner de l'argent. Faites-le pour développer votre networking, votre réseau. Faites-le pour rencontrer des gens qui vous inspirent, qui vous intéressent. Et je pense que c'est la bonne façon de faire. Et si, par chance, vous arrivez à gagner de l'argent, eh ben, ce sera tant mieux et vous pourrez le réinvestir dans d'autres startups et donc que ça ruisselle comme ça sur l'écosystème tech. Parce qu'on peut tout perdre, vous l'aurez compris, pendant cette demi-heure, et que c'est pas liquide. Gaspard, le mot de la fin. Ouais, vraiment, faites-le. On a peut-être été critique pendant cette table ronde pour vous mettre les warnings, mais vous allez peut-être perdre de l'argent. Franchement, c'est passionnant d'être au contact des investisseurs, au contact des projets. La vie est faite pour ça. On ne meurt pas avec son argent. Si on en perd un petit peu, il ne faut pas mettre de l'argent dont on a besoin. Mais vraiment, faites-le. Ayez ce courage, ce grain de folie. Ça va vous apporter énormément. Merci mille fois, on peut vous applaudir. Et c'est la suite qui va continuer maintenant. Merci encore. Merci. Merci, messieurs.